Salut à tous, ravi de vous retrouver à nouveau ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque semaine à 18 h et en direct sur ma télé. C'est votre rendez-vous hebdomadaire autour de la balle orange et comme d'habitude, j'ai le plaisir de la co-animer avec Greg Lambert. Salut Greg, ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Eh bah écoute, ça va, on va parler basket aujourd'hui, comme d'hab. Comme d'hab. Allez, au sommaire aujourd'hui, on va continuer à parler de la suite de la préparation du Saint-Quentin Basketball, qui, vous le savez très certainement, a disputé le week-end dernier le tournoi des Hauts-de-France au Portel. Et un gros tournoi les attend dans quelques jours, on en parle dans quelques instants. Les Saint-Quentinois ont également eu l'occasion d'arpenter les allées de la braderie hier midi. D'ailleurs, peut-être que vous les avez croisés aux alentours de la pause du déjeuner. On découvrira quelques images et la réaction de certains nouveaux visages du Saint-Quentin Basketball version 2025-2026. Et en deuxième partie, il sera question de la suite de l'Eurobasket 2025, notamment la belle victoire contre la Pologne, l'Islande, mais aussi l'élimination prématurée en huitième de finale dimanche dernier face à la Géorgie. Mais tout de suite, on commence à parler du Saint-Quentin Basketball, toujours en mode préparation. Greg, ce week-end, le SQBB a disputé deux nouveaux matchs de préparation. C'était du côté du Portel pour la nouvelle édition du tournoi des Hauts-de-France avec un vrai premier test, cette fois-ci face à une formation de Betclic Elite, le BCM Gravelines Dunkerque. Oui, c'est ça, avec un beau derby, entre guillemets, pour se lancer, vraiment se jauger par rapport à une équipe de Betclic Elite qui va jouer dans notre championnat, donc avec le style de jeu caractéristique de ce championnat de Betclic Elite français. Donc c'était intéressant de voir cette équipe, comment elle va se comporter, et puis les différentes... comment ils ont évolué, comment ils commencent à évoluer sur leur jeu. Parce que jusqu'alors, le SQBB n'avait pas affronté une équipe de sa division. On peut revenir très rapidement, tu as vu le match la semaine dernière face à Évreux. Il y a eu quelques lacunes, mais c'est des sources de travail, des pistes à améliorer très rapidement. Oui, c'est ça, ce match contre Évreux, Évreux va être dans le top 10, je pense, de la Pro B. Ils ont vraiment une belle équipe, très athlétique, qui ressemble à pas mal de points de vue sur de la Betclic Elite. C'est pas de la Betclic encore, mais voilà, on se rapproche vraiment de ça. Donc c'était déjà un premier test intéressant pour Saint-Quentin, voir comment ils se sont comportés. Et on a vu des choses intéressantes. Sans Nick Johnson, je crois, qui était parti. Exactement. Sans le meneur, Lucas Boucault qui a pu montrer un petit peu de comment il était revenu physiquement. Et puis Jean-Philippe Daly qui était là également, qui a pu montrer des choses intéressantes. Alors, on a vu quelques petits pépins physiques, notamment Jordan Caroline qui s'est blessé à 2 reprises, rien de grave. Neftali également au niveau du mollet. Une petite alerte pour Lucas Boucault d'ailleurs, Lucas qui a été préservé pour ce match de vendredi face au BCM. Oui, c'est ça, parce que il revient quand même d'une grosse blessure, même s'il a joué une bonne partie de l'année dernière, quand même avec toujours cette fragilité-là, entre guillemets, et puis ce manque de confiance peut-être dans son jeu et dans son corps. Donc là, il était revenu, de toute façon, Lucas Boucault, il ne faut pas s'attendre à des gros scoring. Du gros scoring, c'est plutôt dans la gestion qu'on le voit, dans la défense, dans la gestion et dans le jeu de passe qu'on le voit évoluer. Bon, sur ce match-là, on a quand même vu quelques progrès. Il y avait de meilleures intentions que mercredi face à Évreux. Mais malheureusement, et je ne sais pas si c'est très grave, mais le résultat n'a pas suivi. Défaite 87-79 face au BCM. Encore une fois, je le répète, le score c'est toujours anecdotique dans ces matchs de prépa. Ouais, c'est anecdotique. Après, il faut quand même en récupérer quelques-unes de victoires, rien que pour la confiance et la dynamique de groupe. C'est important aussi, parce que c'est là où tu fêtes un petit peu aussi les victoires, tu crées aussi des liens là-dedans. Et mentalement, c'est important aussi de gagner certains matchs. Maintenant, ils ont été devant la plupart du match, par un premier carton un petit peu compliqué. Après, ils ont repris la lead, et puis même au début du quatrième carton, je crois qu'ils étaient encore devant. Donc, c'était important. Après, il y a quand même aussi quelques guillemets à mettre aussi sur ce match. Il manquait beaucoup de joueurs à Gravelines, des joueurs importants, des joueurs majeurs, des Agui notamment qui n'étaient pas encore revenus sur le groupe. Chris Babb, il y a quand même des joueurs importants, du 5 majeur notamment, qui n'étaient pas là. Mais bon, ils ont montré des choses intéressantes et puis une bonne dynamique avec. On commence à apercevoir un petit peu le profil de cette équipe, les responsabilités qui vont être données à certains joueurs et puis le rôle de chacun. Et on avait vu également mercredi face à Évreux le jeune Romain Martelin qui était rentré. Il a fait aussi des belles apparitions face à Gravelines.
Ouais, c'est ça. Après, ça reste du match de prep, donc effectivement, on voit c'est un joueur espoir, qui n'a pas trop peur, qui joue crânement sa chance. Après, voilà, il y a une réalité derrière. Quand ça va jouer vraiment sérieux, et puis ça va être une autre paire de manches. Est-ce qu'il aura sa chance ou est-ce qu'il va réintégrer gentiment le groupe espoir et puis jouer, par contre, essayer de faire une grosse saison en espoir, ce serait intéressant pour lui. Mais effectivement, il montre qu'il est capable de jouer. Ouais. Allez, avant de continuer à en parler, on va regarder quelques extraits de cette rencontre entre le Saint-Quentin Basketball et le BCM Gravelines Dunkerque. C'était du côté du Chaudron du Portel, c'était vendredi en fin d'après-midi. Voilà, défaite 87-79 par séquence, surtout en première mi-temps, tu l'as dit tout à l'heure très justement, Greg, le BSQB a laissé entrevoir de belles choses avec un ballon qui a plutôt bien circulé, des Saint-Quentinois capables de contester, de gêner en défense, mais pas assez pour faire basculer une rencontre, un match. Une rencontre, ouais, avec un 23-13, je crois, dans le dernier quart-temps. Mais bon, après, c'est vrai qu'on voit au niveau collectif, comme on a vu sur les différentes actions, on voit que le ballon commence à circuler, que les joueurs commencent à trouver des automatismes. On a vu beaucoup à Évreux, notamment, que ce soit Moore ou Ekior, au niveau des lancers francs, au niveau du poste, être capable de faire le relais, donc de réceptionner la balle et de la ressortir ou de la renverser rapidement. Donc ils font le relais de l'attaque et ça c'est intéressant de trouver des postes 4 polyvalents aussi capables de faire de la passe décisive. C'est ce qu'on voit aussi sur les statistiques, c'est qu'on voit beaucoup de joueurs à 2, 3, 4 passes décisives. Donc le ballon circule bien, on va dire, et oui, ça peut être que intéressant d'avoir une équipe polyvalente qui est capable de se compléter les uns avec les autres. C'est vrai qu'on précise que Nick Johnson n'est pas rentré beaucoup sur le terrain parce qu'il s'est tapé un aller-retour aux USA pour une affaire assez personnelle, donc forcément un aller-retour aux USA, c'est pas comme si tu allais à côté, il y a un peu de fatigue et je pense qu'on a voulu le préserver. Dans les motifs de satisfaction, Greg, qu'on a pu voir, moi j'ai envie de souligner, c'est la montée en puissance de Neftali Difudi. Il a même été dans 5 majeurs vendredi aux côtés de Nick Johnson. C'est rassurant parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout le même Neftali qu'on a connu il y a quelques années à Saint-Quentin. Si, quand même. Je trouve qu'on voit le même profil de joueur. C'est-à-dire que le joueur. Mais moins foufou.
Ouais, moins fou, bien sûr, parce qu'il a pris de l'âge et de la maturité dans son jeu, mais il est toujours énergique, en fait. Il apporte cette énergie sortie, soit dans le 5, soit même sur le banc. Il est sorti du banc, je crois, sur le deuxième match. Ouais. Et oui, c'est toujours intéressant d'avoir voilà, un joker offensif et défensif sur le banc, capable d'apporter beaucoup d'énergie sur le jeu quand l'énergie, justement, du 5 majeur baisse. Donc, et quand elle est canalisée, surtout cette énergie-là. Ouais, et donc il arrive à la canaliser. Et on sait qu'on l'a vu beaucoup sur la préparation, être en défense sur les meneurs de jeu notamment. Donc il est capable d'apporter une grosse intensité sur le meneur, une grosse pression sur le meneur. Donc lui, ça va être un joueur intéressant. Effectivement, peut-être en sortie de banc. Derrière, bon, il a un peu le même profil que Giovan. Giovan, en plus. G-I-O-V-A-N. Je ne vais pas y arriver. Qui m'excuse s'il regarde cette émission. Oui, c'est le même profil de joueur, en fait, avec beaucoup d'énergie et puis capable d'apporter plein de choses des deux côtés du terrain. Dimanche après-midi, les Saint-Quentinois ont repris la route du Portel pour disputer le match pour la 3e place. On rappelle que le SQB était quand même tenant du titre l'année dernière. Ils avaient remporté cette édition du trophée du tournoi des Hauts-de-France. Ils affrontaient l'équipe de Courtrai, une équipe qui évolue en BNXT League. C'est un championnat un peu particulier qui mélange deux pays, la Belgique et les Pays-Bas. Ouais, tout ça, je pense, pour remonter un petit peu le niveau global de ce championnat, avec des équipes qu'on connaît, hein, enfin voilà, des grosses équipes, Bruxelles, j'imagine, voilà, tout ça est dans le lot. Cette équipe a fini, je crois, 14e de son championnat l'année dernière. Ils se sont fait sortir, je crois, au niveau du premier tour des playoffs, je crois, il me semble. Donc, quel est le niveau réel de cette équipe Compliqué à dire. Compliqué à dire. Est-ce que ça se situe plus sur de la Pro B, comme on a pu voir le premier match contre Bruxelles notamment. Au niveau athlétique, c'est génial. Donc on va voir, on ne sait pas trop. C'est dur de se jauger sur ce genre d'équipe. Bon, ce qui est intéressant, mais toujours est-il qu'il y ait une victoire et que c'est intéressant. C'est ce que j'allais dire. Justement, le SQB s'est imposé et surtout a retrouvé le goût du succès. Et ça, c'est forcément très bon pour la confiance et pour le mental. Ouais, pour le mental, c'est intéressant de rentrer dans une bonne dynamique et puis de gagner ce genre de match. Après, voilà, il y aura un vrai test bientôt sur le prochain tournoi. On ne pourra plus jauger. Bonne, qui vont recevoir. C'est costaud, par contre, Bonne. C'est costaud aussi, c'est championnat allemand. Ça ne ressemble pas vraiment au championnat de Betclic Elite, mais ça reste un très bon championnat européen. Donc oui, il y aura des vrais tests d'ici la fin d'année avant d'attaquer le premier match à Boulazac. La fin de la préparation, tu dirais. La fin de la pré, ouais. Que la fin de l'année, on n'y est pas encore. Faut pas trop vite, Greg. Il y a de bonnes choses à retenir, en tout cas, dans cette rencontre. Mais avant de les développer, on va regarder quelques belles actions de cette petite finale de ce tournoi des Hauts-de-France. Le
Une montée en puissance, on l'a dit, avec dimanche une défense assez haute et agressive. Et en attaque, ils ont, comme on l'a dit aussi, su se partager le ballon, se baser sur des principes. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir gagner des matchs et sûrement, et surtout, enchaîner. C'est ça. On a vu sur les différentes actions là, que tu as montré une vraie envie de partager la balle. Après, c'était peut-être pas la généralité sur le match, mais en tout cas sur ces actions-là, on a vu quand même des belles séquences collectives, avec notamment l'intérieur qui distribue bien le jeu, des bons pick and roll. On a vu des choses très intéressantes avec une bonne circulation, une envie de jouer collectif. Et c'est ce qui fera de toute façon la différence. Après, il faut maintenir cette envie de jouer collectif sur l'ensemble d'une saison. C'est là où c'est des fois un peu plus dur, parce que selon les résultats, ça fluctue. Mais cette envie collective, ça va être déterminant pour se maintenir. Bon, après ce 5e match, si on compte le scrimmage à Orchi, on voit, je trouve, apparaître 2 leaders vocaux. Le premier en la personne de Jovan Onyang, logique, il est capitaine, mais également de Nick Johnson qu'on voit beaucoup se lever du banc, aller donner des consignes aux plus jeunes. On a besoin aussi d'avoir des leaders comme ça, on va dire charismatiques. Oui, notamment sur le poste de meneur. Après, il y a des gens qui sont leaders plus de vestiaire ou qui ça se voit moins, mais également, donc il faut qu'il y ait une bonne cohésion. Il faut que les anciens, entre guillemets, montrent l'exemple aux jeunes et pour que les jeunes suivent vraiment l'exemple. Et oui, c'est intéressant de voir que ça se détache tout doucement, les leaders commencent à se détacher. C'est aussi ces joueurs-là que l'entraîneur va aller chercher, sont joueurs cadres, on appelle ça les joueurs cadres, donc ils vont aller chercher ces joueurs-là pour passer certaines consignes. Pour faire le relais justement, faire le relais du banc au terrain. Bien sûr, c'est important. Et puis donner vraiment les grands axes à ce genre de joueurs pour pouvoir progresser ensemble. Ouais. Bon, on le disait, une grosse semaine qui attend les Saint-Quentinois. Ils sont partis du côté de Luxeuil-les-Bains pour un stage de pré-saison, mais également pour participer à un tournoi avec 2 matchs qui attendent les Saint-Quentinois. Il y a Dijon, il y a Châlons, Strasbourg aussi potentiellement. On va avoir des vrais tests. Là, on va vraiment pouvoir jauger le niveau du Saint-Quentin Basketball. Oui, c'est ça. Et puis l'attitude des joueurs. Là, le résultat, c'est pas le plus important. Par contre, perdre de 25-30 points, là, on commence à se poser des questions. Donc, si on va dire, même s'il n'y a pas victoire et que l'équipe s'est accrochée et tu finis sur un -5 contre -5 et -10, ça peut donner des bons espoirs. Parce que Dijon, de toute façon, c'est des équipes de milieu de tableau. Strasbourg, ça va être du milieu de tableau. On ne garde pas forcément un très bon souvenir de Dijon la saison dernière. Chalon, pareil, ça va finir vers le milieu de tableau. Là où on espère retrouver Saint-Quentin en fin de saison. Oui, ça va être des bons tests. Après, de toute façon, on va le répéter régulièrement, il ne faudra pas se tromper de championnat. Le but, c'est vraiment d'arriver, être au maximum de sa forme pour le premier match à Boulazac. Bon, si on joue Strasbourg, on aura l'occasion pas de voir parce qu'on ne sera pas là-bas, mais de retrouver une ancienne connaissance saint-quentinoise dans la personne de William Pfister. Ouais, l'ancien capitaine d'équipe de Saint-Quentin qui a re-signé dans sa région natale. Donc oui, ça va être intéressant de le revoir. On n'a pas trop de visu sur ce qu'il fait depuis le début de saison en préparation, mais oui, c'est toujours intéressant de voir ce genre de rencontre. De toute façon, l'objectif, il est simple, c'est être prêt pour le 27 septembre. On rappelle, ce sera un déplacement chez le promu du côté de Boulazac. Ça va être déjà un gros morceau pour commencer cet exercice de Betclic 25-26. Ouais, c'est ça, c'est les matchs qu'il faut gagner. Voilà, c'est les matchs qu'il faut gagner. Boulazac a réussi à taper Nanterre, je crois, en préparation. Donc ils ont déjà, je pense, assez avancé. Même si Nanterre va aussi monter en puissance, comme toutes les équipes, on n'en doute pas. Donc ça va être les matchs. Ils ont récupéré un ancien joueur NBA, Tony Snell, qui est un gros CV du championnat. Donc ça va être un gros match déjà. D'ailleurs, voilà, c'est ce genre de match qu'il faut gagner. Donc, avant de recevoir l'Asvel la semaine d'après. L'Asvel en début de saison, même si là j'ai vu le roster de l'Asvel, il est quand même très costaud. Ouais, c'est très costaud, mais pareil, ça va être du début de saison. Est-ce qu'ils vont être au taquet? Bon, là, même s'ils ont mis, je crois, 40 points à Bourg-en-Bresse, je crois, en préparation. Donc sans Freddy Fautoux, qui est, je pense, encore dans l'avion. Donc, voilà, ça va être des gros matchs. Il faudra commencer vraiment la saison correctement et pas se mettre dans le doute tout de suite. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. La pré-saison, c'est également, Greg, l'occasion pour les nouveaux joueurs de se familiariser avec la ville et rencontrer les supporters. D'ailleurs, hier, ils se sont rendus
à la braderie. Greg, on va pas se mentir, hein, rien de mieux pour s'acclimater à la Cité des Pastels en allant à la braderie. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont mangé quoi? Des moules, des frites? Alors là, bonne question. Certains ne sont pas du tout fruits de mer. D'autres m'ont dit qu'ils évitaient de faire des excès. Nous, en tout cas, on était sur place hier lors de la pause déjeuner. Le SQB était présent sur le stand de l'Aide Nouvelle pour une séance de dédicace. On découvre tout ça en images. À l'occasion de la braderie de Saint-Quentin, l'équipe du SQBB qui va se tenir à votre disposition pendant 1 heure pour signer des autographes, des maillots, tout ce que vous avez sous la main, vous allez faire signer. Merci de faire déjà un tonnerre d'applaudissements à son coach, Philippe Da Silva. Lors de la braderie de Saint-Quentin, les joueurs et le staff du SQBB sont venus à la rencontre de leurs supporters. L'occasion pour les nouvelles têtes saint-quentinoises de prendre la température et de mesurer l'engouement autour du club. Je le savais déjà avant de venir qu'il y avait un engouement incroyable autour du club, autour de l'équipe. Et forcément, le fait de vivre ça, ça en rend encore un peu plus de fierté d'être venu là et aussi de responsabilité. Donc en tout cas, on est vraiment heureux de pouvoir partager ce moment-là avec nos supporters, avec les gens de la ville. Bon, je suis venu parce que d'abord j'ai un petit neveu qui est un fan de SQBB et j'ai voulu acheter un ballon et faire dédicacer ce ballon pour lui, pour son anniversaire. Je la découvre moins puisque j'ai suivi déjà tous les matchs de préparation. Et je trouve que c'est une équipe qui a un fort potentiel et qui devrait progresser encore. Moi, je suis très très confiant. C'est une équipe agréable en plus à avoir joué. Ils se battent du début à la fin. Pour un sportif, voir que la ville dans laquelle il joue la supporte, le soutient, vraiment je pense qu'il n'y a rien de mieux et nous on les attend juste à nos matchs pour qu'ils viennent encore nous encourager et ça nous donnera de la force, des ailes, des encouragements. C'est ça, moi je les ai vus en tant qu'adversaires et là j'aimerais bien les avoir de mon côté cette fois-ci et donc vraiment j'ai hâte en tout cas de pouvoir les retrouver ne serait-ce que déjà pour le prochain match amical et après pour tout le long de la saison les matchs à domicile et même j'ai vu à l'extérieur aussi ils nous suivent donc c'est vraiment cool. Des moments d'échange et de partage que les supporters du SQBB affectionnent particulièrement, mais également les joueurs et staff saint-quentinois avec une envie commune, celle de se retrouver très vite à Pierre-Ratte. Greg, il y a véritablement un engouement. L'horaire n'était pas forcément compliqué. Pour autant, les supporters ont répondu présent pour aller discuter avec les joueurs qui se sont vraiment prêtés au jeu, des photos, des dédicaces, des selfies. C'est Saint-Quentin, c'était Saint-Quentin Basketball, ça. Ouais, c'est ça. Puis on voit des joueurs, que ce soit Philippe Da Silva ou Jean-Philippe Daly, qui sont à l'aise, on va dire, avec le micro et à l'aise avec la caméra. Ça serait vraiment sympa de les voir sur notre plateau la saison prochaine. On y travaille. Il faudrait qu'on les voit. Ils ont plein de choses à dire. Et puis, c'est vrai qu'ils véhiculent cette image de Saint-Quentin parce qu'on voit le logo, d'ailleurs, qu'on voit derrière sur le plateau. C'est toujours intéressant de véhiculer son logo, son image, l'image du club. Et bon, là, ils sont en partenariat avec les Nouvelles. Donc, tout ça est positif. Donc, il faut continuer dans ce positif-là et puis il faut l'emmener le plus loin possible. Mais pour avoir été sur place hier midi, il y a une véritable volonté de la part du staff et des joueurs de venir communiquer, de discuter, de ne pas mettre de barrières. Et ça, c'est très important parce que en championnat, les soirs de match, ça va se ressentir qu'il n'y a pas de barrière et qu'il y a une réelle communion. Bien sûr. C'est ce qui a fait aussi la force de cette équipe pendant 2 ou 3 saisons. C'est que voilà, on a envie de les pousser. Voilà, on n'a pas envie de les voir tomber, donc on les supporte. Le but, c'est de les supporter. Pour ça qu'on appelle ça des supporters. C'est pour ça qu'on appelle ça des supporters. Supporter, c'est au moment quand ça commence à tomber, il faut être capable de supporter. C'est le principe du supporter. Donc c'est ça en fait. Et donc plus il y a de communion, plus il y a de sourire, d'échanger, plus il y a de communication, plus tu as envie que ça réussisse et que ça aille dans le bon sens. Tout simplement. Je peux dire qu'ils étaient souriants. Eddie Eker était venu avec son petit chien hier. C'était même lui, le chien à l'attraction, et non les joueurs. On a quelques instants avant de tourner une page de pub. On parlait de Boulazac. Boulazac va rentrer dans la compétition officielle plus vite que les autres parce qu'ils disputent la semaine prochaine à Roland-Garros la Supercoupe. La Supercoupe avec Paris, avec Le Mans. Alors Paris parce qu'ils sont champions de France et ils ont gagné la Coupe de France. Le Mans, je ne sais plus pourquoi, la Leaders Cup. Ils ont gagné la Leaders Cup. Et puis la dernière équipe qui est Monaco pour je ne sais plus quelle raison. Mais voilà. Et Boulazac parce qu'ils sont champions de Pro B. Et Boulazac parce qu'ils sont champions de Pro B. Ouais, c'est ça. Donc c'est ces 4 équipes qui vont être à Roland-Garros. Donc le but de la Ligue nationale, c'est de populariser un peu plus le basket.
de faire venir 15 000 spectateurs dans l'enceinte de Roland-Garros qui vont couvrir, Oui. jamais. Et donc ça va être un beau spectacle avec plein d'animations, plein de choses intéressantes autour du basket et puis des matchs de haut niveau. Alors, quel est l'enjeu? Est-ce qu'il y a un enjeu sportif sur ces matchs-là? Je ne sais pas. En Super Coupe, en foot, il gagne 5 millions le gagnant. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais est-ce qu'il y a un enjeu sportif et ou financier? Je ne sais pas sur ce match. Mais en tout cas, je pense que les équipes vont arriver vers la fin de préparation. Donc, ils vont être au taquet pour montrer un maximum de belles choses. Et c'est également l'occasion, lors de ce week-end de rentrée scolaire, enfin de rentrée pour le basket, il y a aussi le Media Day. Où toutes les équipes sont là pour les photos, les interviews avec la presse. À Saint-Quentin, ce sera Jovan Onyangue, capitaine, et Philippe Da Silva qui seront présents. Il y a également la réunion des speakers. Donc c'est vraiment l'événement de rentrée pour la Ligue nationale de basket avec cet événement. Greg, on arrive à la fin de cette première partie. Tu restes avec nous parce que juste après la pub, on va parler des Bleus, de leur parcours et même de leur fin de parcours un peu prématuré dans l'Eurobasket 2025. C'est dans quelques instants sur ma télé après la pub. À tout de suite. De retour dans 100% basket pour cette deuxième partie où, vous le savez, on va parler de l'Euro de basket 2025, de l'équipe de France et surtout de la petite boulette de l'équipe de France, malheureusement, face à la Géorgie qui est sortie un peu prématurément, même beaucoup prématurément en huitième de finale. En huitième de finale, ouais, on attendait cette équipe de France. Peut-être pas championne d'Europe, mais au moins un petit peu plus loin dans ce championnat. C'est vrai qu'ils avaient eu l'avantage, on va dire, du classement. Ils avaient fini premier de leur groupe et ils avaient pu rencontrer la Géorgie qui était l'adversaire le plus prenable, on va dire, en huitième de finale. Mais malheureusement, oui, ils ont chuté face à cette équipe géorgienne qui en voulait un peu plus collectivement, qui était plus dans l'esprit de la bonne dynamique pour attaquer le match. Ça, c'est très important. Quel que soit le niveau, on en parle souvent, mais quand on voit des joueurs assis sur le banc qui ne réagissent pas à ce qui se passe sur le terrain, alors que de l'autre côté, on a une équipe qui vit le match, qui est vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont également sur le terrain. Ça, c'est très important. Et je pense que Saint-Quentin, pour revenir un petit peu sur Saint-Quentin, qui va avoir besoin de cette solidarité-là, et on va aussi les attendre à ce niveau-là. Il faut que le banc vive également le match, c'est très important. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste parce que j'ai regardé le match dimanche et sur 2-3 actions, pendant un temps mort, on voit les Français dans les chaussettes. Et derrière, les Géorgiens, dès qu'il y avait un panier, les 5 étaient sur le terrain et les 5 remplaçants étaient debout à hurler. Ça montre vraiment deux envies différentes et deux intensités aussi différentes. De mentalité aussi différentes, de vivre les choses après, ou alors... c'est peut-être aussi des consignes de dire voilà, on reste. Il faut pas être trop sérieux au basket en fait. À un moment donné, il faut aussi vivre les choses. Il faut être dans l'intensité, il faut être dans la passion parce que ça reste une passion pour eux. Et je pense que mettre trop de sérieux dans le jeu, ça peut aussi endormir un petit peu les choses et puis endormir les instincts et c'est jamais trop bon. Il faut vraiment vivre le basket. Si on prend les choses chronologiquement, 48 heures après la claque face à l'Israël, l'équipe de France s'est très bien rattrapée face à une belle équipe polonaise, il faut le dire quand même. Oui, qui joue à domicile. Ils avaient rejoué leur basket, ils avaient remontré des choses, ils avaient rejoué physiquement et athlétiquement cette équipe, parce que c'est là où l'équipe de France peut faire la différence. C'est au niveau athlétique, c'est au niveau physique. C'est au niveau de l'intensité du jeu, là ils peuvent faire la différence. Après, quand tout ça est bien en marche et ils sont dans la bonne dynamique, l'adresse vient naturellement, parce qu'ils sont dans le bon rythme quelque part. Quand on joue un petit peu comme ce dernier match de la Géorgie, on est un peu spectateur, l'adresse n'est pas là, le rythme n'est pas là, l'envie, on voit que ça commence à descendre et puis on a eu un coach aussi, Freddy Fotoux, qui est resté dans sa vision des choses. C'est pas ouvert vraiment. Voilà, il a essayé de vivre et de mourir entre guillemets avec sa vision et sa vision, ça a été un petit peu de rester dans son plan de jeu, on va dire, et de pas voilà, par exemple, voilà, ne pas en sortir. C'est-à-dire que on voit un Théo Malédon qui n'a pas sorti la tête de l'eau du match, qui a eu du mal à sortir la tête de l'eau aussi de ce championnat d'Europe. Il a continué à s'entêter à rester sur ce joueur-là. Et Nadir Ifi qui aurait pu
quand l'attaque ne fonctionne pas, amener l'étincelle. Bah, il l'a pas sorti du tout du banc, donc il a joué 0 minutes alors qu'il aurait pu amener quelque chose. Les Bleus ont pu, sur ce match-là, compter sur un immense Gershon Yabusele qui a explosé son record de points en sélection, 36 unités pour lui. Les tricolores ont d'ailleurs à ce moment-là cassé l'invincibilité polonaise, victoire 83-76. Ouais, contre la Pologne, ouais. Contre la Pologne. Ouais. Donc c'était quoi? C'était un match de poule, ouais, finalement. C'était l'avant-dernier match de poule. L'avant-dernier match de poule, ouais. Il avait été exceptionnel. En bon capitaine, on va dire, il avait remontré l'exemple pour sortir un petit peu la tête de l'eau après le match de l'Israël. Donc, il y avait peut-être besoin de ça d'ailleurs, un détonateur comme Gershon avec le rôle qu'on lui a demandé d'endosser. Ouais, c'est ça. Et puis, mais de toute façon, ça me paraissait évident. Alors, je suis pas fan de Nadirifi du tout, mais c'est quand même, c'est vraiment l'électron libre en fait. Et quand tu as besoin d'avoir un électrochoc, quand tu as besoin, c'est le joueur parfait parce que il va pas se poser de questions en fait. Il va pas se poser de questions. S'il rate, s'il met, il va prendre ses responsabilités. Et ça passe ou ça casse quelque part. Et bon là, contre la Pologne, effectivement, Gershon avait été bon. On n'avait pas besoin vraiment de Nadirifi. Mais après, on avait besoin de lui en fait. Et quitte à le reprendre, à le réintégrer dans le groupe après une blessure du poste intérieur, je sais plus qui. Alexandre Sarr. Alexandre Sarr. Il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer. Eh ben, on va regarder quelques highlights de cette rencontre et de cette victoire face à l'équipe de Pologne, les coéquipiers de Dominik Olejniczak, ex-Saint-Quentinois. Et voilà la Pologne d'ailleurs qui, on l'a su pendant la pub, a été sortie en quart de finale par les Turcs. Après cette belle victoire, il restait un dernier match de poule à disputer. Sur le papier, largement à la portée des Français, même s'il fallait se méfier. Et la logique grecque a été bien respectée. Ouais, largement respectée. Ouais, ils ont gagné, je crois, 40 ou 50 points, je crois, contre l'Islande. Donc oui, ils ont assuré leur première, pas leur première place, parce qu'après la première place, c'est joué sur un autre match. Mais oui, ils ont réussi à se hisser en haut du classement et puis se qualifier pour les huitièmes grâce à cette victoire notamment. Victoire 114-74, cette équipe de France laisse la plus haute performance offensive de l'histoire de la sélection des Bleus à leurs aînés de 2017 qui avait passé 115 points à une équipe qui était l'Islande aussi. Voilà. L'Islande est un peu coutumier du fait, mais c'est vrai que ce match, on l'a dit, largement gagné. Il a aussi permis à des joueurs qui étaient un peu en manque de confiance de se relancer et de participer à la fête, tout simplement. Ouais, c'est ça, de participer, mais après, il faut que ça se concrétise sur le match de huitième derrière. C'est là où c'est important, c'est de relancer des joueurs, mais il faut que ça soit, faut les faire jouer derrière. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on voit Nadirifi qui rentre, qui met 11 points, Timothée Luaou-Cabarro également, même Théo Malédon qui a sorti un tout petit peu du bois et qui a mis à la fenêtre. Bon, ça n'a pas servi, mais ce match-là, ça aurait pu servir de tremplin, peut-être. Ouais, mais après, ça reste des matchs contre des équipes
de bas niveau en fait. Donc il faut aussi se jauger et puis sur des équipes de son niveau, on va dire, pour pouvoir avancer, parce que sinon c'est trop facile, c'est pas référence en fait quelque part. Maintenant, effectivement, ils ont attaqué le match suivant contre la Bosnie de manière peut-être. Est-ce qu'ils étaient trop confiants? On ne peut pas mettre tout sur le coaching, attention, hein, ça serait vraiment l'âge de le faire. C'est la première compétition internationale de Freddy Fotoux. La Géorgie, tu veux dire, pas la Bosnie, la Géorgie. Je crois que c'est Géorgie, Bosnie, Géorgie. Ouais. Mais c'est la Géorgie sur le papier. Ouais. Donc, ouais, bénéfice. Mais on ne peut pas tout mettre sur le coaching, attention. Non, évidemment. Mais c'est sur une équipe en reconstruction, l'équipe de France, avec des absents de marque. Ouais, de marque. Et puis effectivement, c'était un peu le championnat aussi où les petits poussés arrivent à surprendre les gros, parce que l'Allemagne a failli se faire taper aussi sur son 8e de finale. La Serbie est tombée sur un os face à la Finlande, donc ils sont sortis de la compétition alors qu'ils faisaient partie des favoris de la compétition. Donc ça fait un peu, voilà, il y a beaucoup de surprises dans ce championnat d'Europe. Oui, et l'image qui m'a marqué, c'est quand Gershon Yabusele, en conférence de presse, a appris de la part d'un journaliste qu'Alexandre Sarr était forfait pour l'Euro. Freddy Fotoux a annoncé après qu'il avait fait le choix de ne pas le dire aux joueurs avant le match. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de faire ça? Bon, ça veut dire déjà qu'ils sont isolés déjà des réseaux sociaux, parce que rappelle-toi sur ce match, toi-même tu l'avais annoncé à l'antenne que Alexandre Sarr était absent sur le reste de l'Euro, alors que c'était pas mal d'heures avant le match. Hein. Donc on le savait déjà. Donc ça veut dire qu'ils s'isolent déjà des réseaux sociaux. Ils sont dans leur bulle. Ce qui est très bien, parce que des fois ils prennent des sauts aussi de gens, de supporters un peu mécontents, donc qui ont la critique facile. Mais ça, à tous les niveaux, tous les clubs, on a ça, hein, de toute façon. Ouais, et puis carton rouge également aux critiques racistes qu'a pu recevoir Sylvain Francisco. Ouais, voilà, il y a ça aussi quand tu es dans une compète comme ça, de savoir se mettre dans sa bulle et faire abstraction, même si Sylvain Francisco l'annonçait après qu'il avait été touché par ça, ce qui est indéniable. Mais on a besoin, si on veut être compétiteur et si on veut être dans la compétition, faire abstraction de tout ce qui vient à côté. Même si c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, de pas s'intéresser à tout ça. Les réseaux sociaux, de toute façon, tu vois de tout et de rien, du positif, mais beaucoup de négatif. De toute façon, on sait ce que c'est. Hein. C'est un peuple français, hein, donc à la base. Donc quand ça va pas, tout le monde arrive. Le jour où ça va bien, il n'y a plus personne. Donc c'est comme ça. Mais après, c'est ce genre de comportement que j'ai pas vu, hein, mais visiblement, il y a eu beaucoup d'insultes racistes et tout ça. Ça n'a rien à faire dans le sport de toute façon, on le sait très bien, tout comme l'homophobie, enfin tout le reste, en 2025, l'antisémitisme, tout ça, ça n'a rien à faire dans le sport et n'a pas sa place de toute façon, et effectivement ça reste que des hommes, hein. Ils ont beau faire, Francisco est plus petit que les autres, mais ils ont beau faire 2m5, 2m10, faire 120 kg, ils ont une sensibilité comme tout le monde, ils ont, voilà, c'est pas, il faut se sentir aimé, il faut se sentir accueilli pour pouvoir défendre le maillot de l'équipe de France. Bon, malheureusement, hein, à Riga, grosse désillusion, hein, la France a été battue 80-70. C'est, comme tu l'as dit, un premier couac dans le mandat de Fred Fotoux, qui pourtant a été confirmé hier par le président de la Fédération française de basketball à son poste. Décision tout à fait logique. Hein. Oui, tout à fait logique. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit. Il faut tirer les enseignements de cette défaite-là, parce qu'il n'y a pas eu que ce match-là. Hein. Il y a eu d'autres matchs où on se pose la question sur l'identité de l'équipe de France, son identité de jeu en tout cas. Et donc oui, non, mais il n'y a pas. Voilà, il faut enchaîner maintenant. Alors, par contre, ça peut être des incidences sur les qualifications, sur les championnats d'Europe, sur les futurs championnats du monde ou les JO, je ne sais pas. Le fait d'être assez bas dans le classement, mais effectivement, non, il faut confirmer ça. En plus, on voyait que le groupe vivait plutôt bien, et après voilà, avec des joueurs comme Mouembanyama qui reviennent, Alexandre Sarr qui avait montré des choses intéressantes. Voilà, il y a Mathias Le Sort également qui avait fait très gros JO, qui n'était pas là également, qui revenait de blessure. Voilà, on sait qu'il manquait beaucoup de monde, et puis oui, ça va aller dans les. Il ne faut pas s'inquiéter pour cette équipe de France. C'est vrai que dans cette rencontre, hein, on a été très très maladroit, hein, 6 sur 36, rien qu'à 3 points. On va regarder quelques highlights encore de ce 8e de finale et on continue d'en parler avec toi, Greg, juste après.
Des Géorgiens à la fête, des Français à la mine des fêtes, hein, Greg. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ça fait partie du sport. Ça n'a pas été du tout une bonne année pour les équipes de France, que ce soit en jeunes, en filles. Médailles sur toutes les compétitions jeunes cet été. Ouais, parce que bon, il y a beaucoup de compétitions, que ce soit en U16, U18, U20. Il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde. Garçons-filles. Hein, Garçons-filles. Voilà, il y a pas eu. Voilà, ça n'a pas été une très très bonne année, un très bon cru entre guillemets pour les équipes de France. Ça avait été un très bon cru l'année précédente. Après voilà, c'est des années comme ça. Après, à se poser la question sur les profils d'équipes qui sont mises en place. On est vraiment très proche de la NBA, hein, que ce soit à tous les niveaux. On privilégie le côté athlétique des joueurs ou des joueuses. Et des fois, ça capote un petit peu au niveau collectif. Donc, savoir s'ils ne doivent pas rectifier un petit peu le tir au niveau de la Fédé, au niveau des sélections pour revenir à trouver un juste milieu entre les deux. Si on revient quelques instants sur cette rencontre, à la fin, quand on est à moins 6, Nadir Hiffi qui est pas dedans parce qu'il n'est pas rentré du match, est-ce qu'on peut se dire, allez, on le fait rentrer, c'est le détonateur, il artille 2 fois, il remet la France sur les rails. Non, c'est trop tard, c'est trop compliqué. Ouais, trop compliqué. Après, Nadir Hiffi, c'est Nadir Hiffi. Voilà. T'es fan ou t'es pas fan, mais il est capable effectivement d'en prendre 2, de prendre 2 ou 3 tirs sans problème. Le fait de ne pas rentrer du match, on n'est pas dedans, on n'est pas en confiance, on est froid. Bon, on ne connaît pas suffisamment, on observe le joueur de loin et c'est vrai que on observe quand même que c'est un joueur qui ne se pose pas de questions, entre guillemets. Est-ce que par contre, là, la frustration aurait pris le dessus sur au niveau mental? On ne peut pas savoir. Toujours est-il que je pense qu'il aurait fallu faire jouer Nadir Hiffi en première mi-temps, voir un peu ce que ça donnait. Parce qu'en défense, il défend quand même. Ouais, c'est un bon défenseur. Et effectivement, après, c'est qui tout double quelque part. Mais quand tu vois que tes systèmes offensifs bloquent, parce que c'était vraiment l'attaque qui bloquait, c'était pas la défense qui bloquait l'équipe de France, c'était vraiment l'attaque. Si tu le fais pas jouer là, tu le fais jamais jouer en fait. Hein. Bon, en tout cas, Greg, est-ce que tu sais que ça coûtera beaucoup moins cher à Fred Photox cette année, l'élimination en quart de finale? Est-ce que tu sais pourquoi? Moins cher? Ouais. Financièrement? Oui. Alors non, je peux pas le dire. Non. Alors, je suis pas intéressé à tout ça. J'ai cherché, parce qu'en 2014, il était assistant coach d'une sélection de l'équipe de France lors de l'Eurobasket U16 et l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait donné un petit billet à chacun des 12 joueurs pour qu'ils aillent se faire plaisir dans le centre-ville de Riga après leur titre européen. Et tu sais où est-ce qu'ils ont dépensé leur butin? Dans un casino. Non, dans une chaîne de restauration rapide, ça commence par un M. D'accord, bon voilà, pas de pub. Sinon on est obligé de citer tous les autres, on n'a pas fini. Bon, c'était vraiment pour la petite blague, mais plus sérieusement, il va falloir vraiment quand même en tirer enseignement pour l'avenir, pour les échéances européennes et mondiales qui vont arriver dans les années suivantes. C'est ça, en regreffant tous les joueurs. Et puis c'est une équipe jeune, Rizaché c'est jeune, Nadir Hiffi c'est jeune. On a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui vont prendre du volume et du volume de jeu. Donc franchement, il n'y a pas à s'inquiéter pour cette équipe de France, ça va rebondir. Bon, en tout cas, on aurait aimé en parler de l'Euro encore la semaine prochaine, mais malheureusement, en tout cas, on pourra en reparler, mais pas de l'équipe de France, parce qu'ils sont certainement déjà rentrés sur le territoire français. Greg, on a encore quelques minutes, et je sais que tu voulais parler basket région, parce que c'est aussi pour ça que tu es dans l'émission, parce que les équipes région qu'on a l'habitude de suivre vont démarrer dans quelques semaines les matchs de championnat. Ils ont déjà, pour certains, commencé des matchs de prépa, mais le championnat, ça arrive dans même pas 15 jours. Hein. Ouais, c'est ça va reprendre rapidement. Déjà, les jeunes U18 et U15 reprennent la compétition officiellement à Lille tous les deux. Donc ils vont se suivre à Lille à 13h15 pour les U15 et juste après 15h30 pour les U18. Donc la compétition reprend. On a reçu pas mal d'entraîneurs l'année dernière de ces deux équipes. Donc on va les suivre avec beaucoup de plaisir également. Les compétitions par contre région, donc on a Gricourt qui est monté en Régional 1. Ce qu'on appelle anciennement la Prénat. La Prénat, ouais, donc juste en dessous de la Nationale 3. Donc ils vont reprendre en espérant qu'ils fassent une belle saison. On avait reçu également Fabien Bidard l'année dernière. En filles, on a la R2 de Gauchy maintenant. Alors, si on parle de Gricourt, je précise simplement que le championnat commencera le 20 septembre et ils joueront à domicile pour la première journée puisqu'ils vont recevoir l'équipe d'Aulnois Valenciennes. D'accord, donc on va pousser cette équipe vers le haut. Une équipe jeune, hein, toujours avec pas de moyens, donc tout le monde est bénévole. Jeune mais des expérimentés parce que si je ne dis pas de bêtises, ils ont signé le retour d'Alexandre Nicolai. Ouais, notamment, oui. Donc il va faire un peu l'office de
cadre, De enfin papa, de maître de l'équipe, ouais, c'est ça. Mais après, c'est beaucoup de jeunes joueurs U20, enfin qui sortent des U20, donc ils sont, voilà, il y a vraiment pas mal de dynamisme et dans cette équipe et dans ce club. Donc on va les suivre vraiment. Gauchy joue en R2. Alors je dis des bêtises, hein. Gricourt, ils vont aller affronter Orchy. Pardon. D'accord. Et non Aulnois Valenciennes. Ok. Donc Gauchy en R2, Guise va monter également en R2. Je crois que Saint-Michel va monter également en R2. Donc on va avoir beaucoup de représentants axonés dans cette division de Régional 2. Donc Belleux, je crois, il me semble, mais je suis pas sûr. Donc voilà, il y a pas mal il y aura pas mal de confrontations, de duels, de derby qui vont se faire dans ce championnat-là. Donc voilà, tout ça reprend gentiment et on va être au taquet. Gauchy, pour être tout à fait complet, va recevoir cette fois-ci Aulnois Valenciennes, je ne me suis pas trompé, le 20 septembre. Guise ira du côté de Louvroil et la CTC Chauny SQBB JSC va recevoir Proville. Et tu parlais des filles de Gauchy également. Oui, les filles de Gauchy, de Thomas Jupin, qu'on a reçu ici également, qui est monté sur la division supérieure. Donc on va voir ce que ça va donner avec je ne sais pas s'il y a des nouvelles joueuses dans le groupe, mais on ira faire un saut du côté de Gauchy, du gymnase Auguste Delon, voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'on a quand même pas mal d'équipes dans le territoire qu'on va devoir suivre cette année. Hein. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'équipes, en jeunes également. Il y a les espoirs également, j'allais te lancer là-dessus juste après. Qui vont aller à Boulazac, j'imagine, qui vont suivre le groupe. Donc qui vont suivre cette équipe-là, avec des jeunes qu'on a vus comme Devon Agofortes qui a joué un petit peu très prometteur, de toute façon prometteur depuis qu'il a 15 ans, qui faisait partie des meilleurs des U15 France. Donc voilà, il va être une belle année, j'imagine, pour lui avec Virgile. Et puis ton préféré, rappelle-moi son nom et son prénom, qui a joué également en préparation avec les... Romain Martelin. Voilà, Romain qu'on ne connaît pas vraiment, enfin qu'on a vu un petit peu en préparation. Moi, j'ai pris plaisir à voir jouer mercredi dernier du côté d'Évreux. Hein. Ouais, c'est un joueur complet qui cherche aussi le collectif et on va voir ce que ça va donner sur le championnat espoir. C'est des années importantes pour eux pour se montrer et montrer qu'ils sont capables de jouer, on va dire, vers la Nationale 2, Nationale 1 et un petit peu... Parce qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements dans cette équipe espoir, il y a eu beaucoup de départs, il y a eu des montées, U15, U18, mais il y a eu aussi beaucoup d'arrivées, donc c'est une équipe que Virgile va devoir apprendre à découvrir, même si on sait qu'il est déjà au travail depuis pas mal de semaines, mais qu'il va devoir apprendre à découvrir et à travailler avec. Ouais, on va l'inviter, je pense qu'on va l'inviter sur le plateau. J'étais en contact avec lui la semaine dernière, on va l'inviter. On va l'inviter bien sûr pour qu'il nous parle de sa nouvelle équipe et puis son année un petit peu, comment il a vécu cette année à Saint-Quentin et puis voilà, les ambitions de ce club sur la deuxième partie. On sait qu'ils ont refait un siège social à Saint-Quentin où ils accueillent notamment les espoirs au niveau de l'hébergement et tout ça. Donc il y a une belle dynamique. On va voir il faut que ça se concrétise après sur les résultats, mais il y a une belle dynamique qui se fait autour du centre de formation. Et ça nous promet une belle saison, ça, Greg. Bah oui, tout à fait. Donc avec pareil les U18, les U15, du haut niveau à chaque niveau. À noter, on en reparlera d'ici là, mais le premier match des U15 et des U18 de Saint-Quentin, ils se suivent souvent sur les mêmes équipes. Ça sera Charenton, je crois, le dimanche 21 septembre. Si ça existe, vous regarderez dans les calendriers, mais on en reparlera d'ici là. Pourquoi je dis ça ? C'est samedi 20 septembre et dimanche 21. Voilà, 21. Et donc Charenton, c'est quand même l'ancien club de Nolan Traoré, c'est l'ancien club de beaucoup de joueurs qui sont maintenant... Evan Fournier, si Evan Fournier, il y a énormément de joueurs professionnels, NBA, qui sont passés par Armel Traoré, le frère de Nolan. Beaucoup de joueurs. Je pense qu'avec Cholet, c'est le club entre guillemets qui a sorti le plus de joueurs de haut niveau, donc voilà, ça va être intéressant de voir ces jeunes de Charenton également. Eh super. Le mot de la fin, Greg, comme d'hab. Comme d'hab, écoute, on va voir, on va bien voir avec ce tournoi de fin de semaine où on est Saint-Quentin dans sa préparation. Et puis on aura Bonn également à commenter ensemble. Donc une équipe allemande. Tu commentes tout seul, t'es pas bon. Là, je plaisante. C'est facile. T'as eu vraiment du succès de commenter tout seul parce que c'est pas évident. J'ai vu beaucoup d'eau parce qu'il fallait refaire la salive. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai quelques rendez-vous à vous donner avant de se quitter. Demain, vous allez retrouver Bertrand
dans votre rendez-vous 18h le mag avec un focus sur le rassemblement statique d'hélicoptères qui s'est déroulé samedi et dimanche dernier sur l'aérodrome de Saint-Quentin-Roupy. Jeudi à 18h, c'est Y a pas faute. La nouvelle formule, c'est votre rendez-vous sportif avec l'aide nouvelle au sommet et ils reviendront sur les derniers événements sportifs du territoire, un débat, un zoom, la rubrique le tacle par derrière, un quiz, un focus. Puis cette année, il joue également les prolongations. Greg, tu viens de le dire, mais je le répète, dernier rendez-vous, ce sera le 19 septembre du côté de Pierrette. On va vous proposer de suivre le dernier match de préparation du Saint-Quentin Basketball. Ce sera en direct et à partir de 19h45 sur notre antenne. Les Saint-Quentinois, je le répète, affronteront l'équipe de Bonn. Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion à 19h dans quelques instants, à 20h, à 21h, mais également à 22h30. Greg, à la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. Alors ce soir, il y a Grèce-Lituanie quand même en championnat d'Europe. Je ne sais pas si vous êtes branchés, mais il y a un gros match de quart de finale du championnat d'Europe Grèce-Lituanie. Et bon, on verra si Giannis Antetokounmpo va tirer les siens vers la demi. C'est une autre histoire. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et une bonne semaine. D'ici là, sportez-vous bien. Ciao.